Merci de nous rejoindre sur Alt24 News et bienvenue au Pro de l'Écho. Ce soir, nous ferons escale en Europe à la suite des élections européennes et le résultat. Dans les urnes, les peuples européens se sont exprimés. Ils ont renforcé via leur vote la présence des partis d'extrême droite dans le paysage politique du vieux continent. Aux côtés de la droite, tous deux réalisent une percée au Parlement de Strasbourg. Le groupe des identitaires comptera au moins 13 sièges de plus. Et cette élection pourrait bien avoir des conséquences sur l'économie européenne puisqu'elle a déjà des retombées politiques dans certains pays à l'image de la France, de la Belgique ou encore de l'Espagne. Quelles seraient justement ces conséquences sur Bruxelles notamment et quel programme économique défendront les députés d'extrême droite à partir de l'hémicycle de Strasbourg? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors pour aborder ce thème ô combien important ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau des pros de l'écho Monsieur François Asselineau, président du parti UPR. Vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Asselineau. Eh bien écoutez, merci de m'avoir invité. Je répondrai volontiers à vos questions. Bienvenue sur Alt24 News. Dans un deuxième temps, nous rejoindra dès que possible Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1, qui sera également direct avec nous à partir de Marseille. Et on va commencer directement ce débat avec un sujet signé justement de la rédaction des pros de l'écho qui fait le bilan sur la journée d'avant-hier et ses résultats pour le moins surprenants dans les urnes en ce qui concerne les élections européennes. Séisme politique. Vote sanction, conséquence logique d'une dérive socio-économique. Strasbourg, désormais capitale des peuples européens et le représentant, de nouveau envahi par l'idéologie de l'extrême droite, dont l'ombre et le passif planent désormais sur le vieux continent. Décomplexé est devenu tendance depuis quelques années à la suite d'une opération lifting pour gommer ce qui dépasse. L'extrême droite européenne a bénéficié d'une campagne de dédiabolisation, voire d'angélisation qui paye dans les urnes. Le Parlement européen, qui est censé être l'émanation des aspirations politiques d'une Europe qui se cherche toujours, est aujourd'hui l'arène dans laquelle seront tranchées, dans une certaine forme de radicalité, des questions existentielles pour le continent. Cette radicalité qui s'exprime en ce qui concerne les dossiers de l'immigration, l'islam, la sécurité, les frontières ou encore le droit d'asile et le climat. Comble de l'ironie, l'hémicycle de l'Alsace est pris d'assaut par ceux-là même qui disent non à l'Europe. Les crises successives qui ont frappé le continent n'ont pas été sans conséquences sur la conception future de ce que devra être l'Union des 27. Dernière en date, la colère des agriculteurs et du monde rural, véritable creuset pour les voix contestataires nourries au sein des théories du grand remplacement et de l'État-nation qui se liquéfie dans le bouillon du mondialisme. L'Europe des peuples face à l'Europe des dirigeants, ou le gouffre qui sépare ces deux mondes en plein dialogue de sourds. Pour certains observateurs, le résultat des élections européennes n'est que le reflet de l'échec des élites européennes durant les 30 dernières années et du virage résolument pro-américain qui connaît son paroxysme en 2022 avec le conflit en Ukraine. D'aucuns diront également que le modèle d'intégration européen ne se fait pas dans l'intérêt des populations européennes sur bon nombre d'aspects, à commencer par l'économie. D'autant estiment au contraire que pour barrer la route au raz-de-marée des partis d'extrême droite, il leur faut absolument gouverner pour se découvrir et laisser des plumes. Quoi qu'il en soit, de vives inquiétudes subsistent chez les partenaires étrangers de l'Europe et sur la voie qu'empruntera Bruxelles et sa diplomatie. Une Europe à la croisée des chemins semble tout de même s'engager sur un terrain glissant qui n'est pas sans rappeler les heures les plus sombres et les plus obscures du vieux continent. Allez, sans plus tarder, commençons ce débat avec vous, Monsieur François Asselineau.
Peut-on parler d'ores et déjà d'un nouveau paradigme économique qui va bientôt s'installer à Bruxelles à partir de Strasbourg? Écoutez, il y a quand même un certain nombre de points qui me paraissent tout à fait fondamentaux à rappeler à vos auditeurs avant de procéder à une analyse un petit peu plus approfondie. Le premier point, c'est que le Parlement européen à Strasbourg ou à Bruxelles, vous savez qu'il siège dans les deux capitales et de préférence à Bruxelles, en fait, a peu de pouvoir. Il a même très peu de pouvoir puisque, par exemple, les directives, le monopole des directives, c'est-à-dire des lois européennes, revient à la Commission européenne. Exact. Et qu'il y a toute une série de sujets sur lesquels les eurodéputés n'ont pas leur mot à dire. Par ailleurs, je me permets de préciser qu'il y a 720 députés dans ce Parlement et la France en a 81. Les autres sont répartis entre les 26 autres pays. Or, si vous prenez les résultats au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, puisque les élections ont eu lieu dans tous les pays de l'Union européenne, à des jours différents d'ailleurs, puisque les pays ne sont même pas capables de se mettre d'accord sur le jour pour les élire, eh bien vous vous apercevez qu'en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Il y a une poussée des mouvements que l'on appelle d'extrême droite, mais c'est un qualificatif sur lequel, personnellement, je voudrais attirer l'attention parce qu'il ne me paraît pas exact. Mais cela n'a pas changé le fait que la majorité des eurodéputés reste finalement dans le groupe PPE, c'est-à-dire le groupe de Madame von der Leyen. C'est-à-dire, en fait, j'ai un peu envie de dire, si vous voulez, comme Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Alors, il y a effectivement un peu plus de députés dits d'extrême droite, mais ça ne va pas changer beaucoup la composition du Parlement européen, ça ne change pas la majorité. Et puis, j'insiste sur le fait que pour changer l'Europe, il faut changer les traités européens. Or, les traités européens ne peuvent pas être changés par les députés européens. Ils doivent être changés par les 27 gouvernements. Donc au Conseil de l'Europe. Non plus, non, qui doivent se réunir. Les 27 gouvernements doivent se réunir pendant des mois et des mois et des mois pour essayer de trouver un texte identique. Et ensuite, ça doit être ratifié par les 27 parlements nationaux, c'est-à-dire par 54 structures. C'est d'ailleurs l'un des blocages essentiels de la construction européenne, c'est que c'est devenu quasiment ingérable de mettre d'accord 54 entités pour changer les articles des traités. Et les auditeurs auront tout compris lorsque je leur aurai précisé que les traités européens, notamment depuis le traité de Maastricht, ont inclus des clauses économiques. C'est-à-dire que, par exemple, le principe d'une agriculture hyper productiviste, le principe du libre-échange des capitaux, le principe donc de l'impossibilité d'avoir un protectionnisme douanier, etc., au niveau européen, tous ces principes-là relèvent d'une politique économique qui est contestable, mais qui n'est plus contestable puisqu'il faut changer les traités maintenant. Or, on ne peut pas mettre d'accord 54 institutions. Donc, l'Europe est dans une situation de blocage. Alors, je voudrais dire encore autre chose, si vous me le permettez, c'est que c'est un faux semblant de croire que les médias, les hommes politiques auraient été pris par surprise des résultats de ces élections. Parce que les Américains ont découvert depuis belle lurette, et puis les Occidentaux à leur suite, une vérité qui avait été mise à jour par un essayiste français dès 1839, Alexis de Tocqueville, quand il parlait de la démocratie en Amérique. Il avait dit dès le milieu du XIXe siècle « Je n'ai pas peur du suffrage universel parce que les gens voteront comme on leur dira ». Or, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je suis à la tête d'un parti politique qui a un très gros succès sur Internet. On a des centaines de milliers d'auditeurs, y compris d'ailleurs des auditeurs d'Algérie, du Maghreb ou d'Afrique noire ou des pays de l'Afrique francophone. Eh bien, j'ai été quasiment invisibilisé dans les médias. Monsieur Bardella, pour ce qui concerne la France, est de très 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 loin celui que l'on a vu le plus dans tous les médias. Et même Monsieur Macron est devenu, si j'ose dire, son porte-parole électoral, puisque Macron, dont vous savez que, en gros, 85% des Français le détestent. D'ailleurs, sa candidate a réussi à faire 15%. Pour un parti prétendument majoritaire, c'est un désastre. Donc 85% des Français souhaiteraient le départ de Macron. Et Macron n'a rien trouvé de mieux à dire, comme pendant la campagne électorale, que son adversaire principal, c'était M. Bardella et le RN. Et évidemment, le peuple français, quand il entend ça, il se dit « très bien, je vais voter pour Bardella pour l'emmerder ». Voilà, c'est exactement ça qui s'est passé. Mais notez bien que M. Macron n'a jamais parlé de moi, par exemple, parce que moi, je ne dis pas n'importe quoi et parce que j'attaque le problème à la racine.
Nous proposons de sortir de l'Union européenne, de Oui. l'euro et de l'OTAN, parce que ce sont les trois piliers de la vassalisation de la France aux intérêts américains. Et ça n'a pas lieu d'être présenté dans les médias français. Alors que M. Bardella, ne vous inquiétez pas, hein, si Bardella arrive comme Premier ministre, c'est qui est d'ailleurs est en train d'être préparé, ce sont les Français qui ont voté pour lui qui vont d'un seul coup découvrir l'Amérique, si j'ose dire, dans tous les sens du terme. Ils vont découvrir que M. Bardella, il est pour l'Union européenne, il l'a toujours dit, pour l'euro, il l'a toujours dit, pour l'OTAN, il l'a toujours dit, il est pour l'Ukraine contre la Russie, il l'a toujours dit, il soutient en fait la politique migratoire de l'Union européenne. En fait, rien ne va changer vraiment. D'ailleurs, la meilleure preuve, je terminerai là-dessus, on vient d'apprendre, là, il y a quelques minutes, que M. Bardella a déjà annoncé le contraire de ce qu'il disait hier. Il a déjà annoncé que finalement, s'il est Premier ministre, il ne remettra pas en cause la réforme des retraites. La réforme des retraites, justement, c'est-à-dire qu'il est déjà en train de se coucher devant l'oligarchie euro-atlantiste qui verrouille les médias. Justement, vous touchez du doigt le problème essentiel lors de cette élection dont les partis que vous dites de l'extrême droite, mais qu'on va continuer d'appeler d'extrême droite comme le Rassemblement national, le parti de Wilders aux Pays-Bas, Vox en Espagne et bien d'autres en Europe. C'est cette vision, soi-disant, que les experts économiques disent, notamment de gauche, soi-disant sociale, avec une percée, un fond néolibéral. Vous venez de parler justement de cette réforme des retraites en France. On aimerait bien s'intéresser à ces fameux programmes qu'ont ces partis et qu'ils vont devoir défendre au Parlement européen et dont on entend parler presque jamais, Monsieur Asselineau. Quelle est la vision économique des partis d'extrême droite en Europe, François Asselineau? Alors je dirais que ça dépend des partis, mais s'agissant de la France, le Rassemblement national a eu un programme que certains, comme il y a un autre parti d'extrême droite qui a progressé, qui est Reconquête de M. Zemmour, Oui. Qui a fait moins de voix, mais qui a été également énormément médiatisé. En fait, les deux partis n'ont pas vraiment la même vision des choses. Reconquête de Zemmour, c'est un parti qui est très libéral du point de vue économique, c'est-à-dire qui est pour la diminution des charges sociales, la privatisation des services publics, etc., etc. Alors que le Rassemblement national a développé au cours des années écoulées un certain gaullisme social, si l'on peut dire, en disant justement qu'il était en faveur des services publics, etc. En fait, la vérité, c'est que... Revaloriser les salaires. Voilà. Mais en fait, ce sont des partis politiques qui n'ont pas vraiment de ligne de conduite. Ils sont en permanence en train d'essayer de coller à l'opinion publique en fonction des sondages. Mais surtout, ce que je rappelle, je me permets d'insister, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure et je veux vraiment que ça soit bien compris, de toute façon, ce ne sont plus ni les députés au Parlement européen, ni même les députés nationaux qui dirigent la France. Il faut savoir que chaque année, la Commission européenne publie un rapport par pays pour chacun des 27 pays. Ce rapport s'appelle le rapport sur les grandes orientations des politiques économiques et décide que, par exemple pour la France doit faire la réforme des retraites en la portant à 64 ans, puis 65, puis 66, puis 67 ans pour l'âge du départ à la retraite. La Commission européenne exige que la France privatise la poste, privatise les chemins de fer, vende les barrages hydroélectriques. Ils exigent... Tout ça, ce sont des décisions qui sont imposées par la Commission européenne, qui s'appuie pour cela sur des articles des traités européens. Et donc, lorsque vous avez, par exemple, monsieur Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, dans son programme, il a annoncé qu'il voulait porter l'âge de la réforme des retraites, le départ à la retraite, à 67 ans. En fait, il ne fait qu'appliquer ce que demande la Commission européenne. Exactement. Lorsque M. Bardella ou lorsque le Front National disent qu'ils veulent réformer, qu'ils ne veulent pas que l'âge de la retraite augmente, là, ils se font le porte-parole des Français, puisqu'ils écoutent les sondages. Mais par ailleurs, ils refusent ce que nous proposons, ils refusent de sortir de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils proposent des choses qu'ils ne pourront pas mettre en place. Et ça, les Français et beaucoup de peuples d'Europe n'ont toujours pas compris. C'est très compliqué à faire comprendre. Pourtant, quand on l'explique comme ça, les gens le comprennent. Mais dans la pratique quotidienne,
les Français n'arrivent pas à croire qu'ils ont perdu leur souveraineté. Ils n'arrivent pas à croire que quand ils votent à droite ou à gauche, en fait, c'est pas eux, c'est pas les élus qui vont diriger la France. Ils vont être obligés d'appliquer les directives venues de Bruxelles. C'est pour ça que nous sommes, à mon avis, sur un volcan, puisque actuellement, là, ce qui est en train de se passer, c'est que les Français vont sans doute vouloir que le Rassemblement national, éventuellement avec une partie des Républicains, éventuellement avec le groupe arrive au pouvoir. Mais il va se passer à ce moment-là la même chose que ce qui s'est passé en Grèce avec Tsipras. Là-bas, c'était pas l'extrême droite, c'était l'extrême gauche. La même chose que ce qui s'est passé en Italie avec Madame Meloni. Vous savez que Madame Meloni s'était fait élire en 2022 avec comme promesse de faire un blocus naval vis-à-vis de l'immigration venue du sud de la Méditerranée, avec des propos à l'emporte-pièce du style « dehors les étrangers », etc. En réalité, une fois qu'elle est devenue présidente du Conseil italien, elle a appliqué les directives de la Commission européenne. Elle est également pieds et poings liés comme la France. Elle essaie tout de même de coopérer avec les pays du sud de la Méditerranée pour trouver une solution commune au problème de l'immigration. Et elle a accordé pour 2024 452 000 nouveaux titres de séjour pour des nouveaux migrants. C'est-à-dire qu'elle en a accordé beaucoup plus que son prédécesseur. Et évidemment, les Italiens n'en reviennent pas parce que, voilà, en fait, voilà, on est dans un monde où la politique devient un peu folle. Les gens ne savent plus à quel sein se vouer parce que les Français ont du mal à comprendre que ça n'est pas lui et qu'ils élisent des gens qui n'ont plus de pouvoir. Écoutez, je vais prendre un exemple qui va frapper vos auditeurs. Imaginez que l'Algérie fasse partie d'une union ouest-africaine ou nord-africaine où il y aurait 27 pays. Il y aurait la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Sierra Leone, le Mali, le Gabon, etc. Oui. Imaginez que vous ayez une commission nord-africaine ou ouest-africaine qui se situerait, par exemple, je ne sais pas, à Monrovia, tiens, voilà, et avec des fonctionnaires élus par personne et qui diraient aux Algériens, au gouvernement algérien, vous devez réformer les retraites des Algériens. Est-ce que vous imaginez comment les Algériens... Vous faites allusion à un problème de souveraineté donc économique qui est posé par vous aussi souvent que vous le pouvez. Cette souveraineté économique, monsieur Asselineau, elle va tout de même être posée également au niveau national en ce qui concerne les 27, parce que les conséquences de ces élections, eh bien, nous les voyons déjà sur le paysage politique national et non pas européen, c'est-à-dire pas au niveau de Bruxelles, mais au niveau de Paris, de Madrid ou encore de Rome ou de Berlin. Il y a un problème en ce qui concerne la dépense publique en France et les partis d'extrême droite, à savoir le Rassemblement national, vont, s'ils accèdent au pouvoir, vont devoir tenter de faire les yeux doux à leurs électeurs qui sont, pour la plupart, qui font partie d'une frange qu'on peut dire sociale moyenne de la société française. Est-ce que le Rassemblement national, si demain il accède au pouvoir, va continuer à financer publiquement certains projets ou financer des projets sociaux, ou bien tout simplement est-ce qu'il devra se conformer à ces fameuses règles qui régissent les budgets européens, les règles dictées par Maastricht, comme vous l'avez souligné, rapidement pour qu'on puisse marquer une courte pause avant de revenir au débat, s'il vous plaît. Mais écoutez, je pense que c'est une excellente question que vous posez. C'est presque la question principale. C'est qu'en fait, Macron a hyper endetté la France. Notre dette publique maintenant a dépassé les 3100 milliards d'euros. Macron tout seul a augmenté de plus de 1000 milliards d'euros la dette de la France, d'ailleurs dilapidée puisqu'on n'en a rien fait. C'était au moment de la crise du Covid. Et maintenant, la dette est hors de contrôle. Ça signifie quoi? Ça signifie que la Banque centrale européenne à Francfort tape du poing sur la table dans les coulisses en disant il faut maintenant avoir des budgets en équilibre. Oui. Mais avoir des budgets en équilibre, c'est-à-dire qui ne soient pas déficitaires. Le dernier budget en équilibre remonte, je crois, au début des années 70. Ça fait plus d'un demi-siècle qu'on a des budgets en déficit. Mais le problème, c'est que les sommes sont tellement énormes pour revenir sur des budgets en équilibre. En fait, il faut s'attaquer à des quantités d'acquis sociaux.
Et en fait, tous les gouvernements reculent les échéances parce qu'ils savent que la France est déjà au bord de l'explosion sociale. Donc on est face à un système qui est absolument tragique, c'est que l'Axe est devenu hors contrôle, et pour revenir à meilleur comment dirais-je, profil budgétaire, oui. Il faut absolument couper dans les dépenses. Or, évidemment, Macron a essayé de s'y atteler. D'ailleurs, s'il dissout l'Assemblée nationale, c'est en fait un cadeau empoisonné qu'il fait, parce que probablement la droite et l'extrême droite vont arriver au pouvoir. Et là, il y a beaucoup de Français qui vont découvrir, en fait, qu'à partir du moment... Vous savez, moi, mon analyse... C'est un piège pour le Rassemblement national, c'est bien cela. Comment ? C'est un piège pour le Rassemblement national qui devra faire face à la tempête. Oui, voilà. Je vous propose, M. Asselineau, de marquer une courte pause avant de revenir au débat avec vous. De retour sur le plateau des Pros de l'Écho. Si vous venez de nous rejoindre, mesdames et messieurs, nous parlons depuis près d'une vingtaine de minutes avec M. François Asselineau, président de l'UPR, des conséquences économiques des résultats des élections européennes sur à la fois Bruxelles et les 27. Monsieur Asselineau, nous étions en train d'évoquer justement cette question épineuse du budget européen. Vous aviez la parole. Oui, donc le budget européen, c'est une chose. Le budget français en est une autre. Donc il y a au niveau du budget national, d'une part, et au budget européen. Mais c'est vrai, vous avez raison de parler du budget européen, parce que en plus de tous les problèmes que l'on a, il y a des projets absolument pharaoniques, si vous voulez, délirants, qui nous sont imposés par les États-Unis. C'est quoi les projets délirants ? C'est premièrement financer à perte, et on ne sait pas jusqu'à quand, le combat de l'Ukraine contre la Russie. Donc ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Un projet porté notamment par l'Allemagne. Voilà, et la France en tête de proue. Et la France aussi, puisque ce sont les crédits européens, en fait. Les subventions dites européennes sont en fait payées par les contribuables allemands, français et néerlandais pour l'essentiel. Donc la France se fait saigner les 80 pour donner de l'argent au régime de Zelensky, pour envoyer des armes au régime de Zelensky, alors que les Français, maintenant, dans leur majorité, ne veulent plus entendre parler de cette guerre. Et puis, c'est pas tout. C'est-à-dire que, par l'intermédiaire de l'Union européenne, la France verse beaucoup d'argent à la Pologne, à la Hongrie, aux pays baltes, etc., parce qu'ils sont bénéficiaires nets des crédits européens, parce qu'ils n'ont pas exactement le même niveau de vie que nous, donc il y a des transferts financiers considérables. Et puis c'est pas tout, puisque les Américains veulent que progressivement l'Union européenne et l'OTAN coïncident, que ce soit en fait le même périmètre géopolitique qui est en fait une colonie américaine. En fait, l'ensemble du continent européen est en train de devenir une colonie américaine destinée à faire la guerre d'un point de vue géostratégique contre la Russie. Pour les intérêts des États-Unis, vous voulez dire ? Bien sûr. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Plus de 45% des terres en Ukraine ont été rachetées par les fonds de pension américains BlackRock et Vanguard. Et qui est-ce qui finance le maximum maintenant l'Ukraine ? C'est l'Allemagne et la France. Enfin, c'est de la folie. Et alors, il y a donc 9 États qui sont dans le couloir de l'admission de l'Union européenne, avec notamment les derniers en date, l'Albanie, la Moldavie, la Géorgie et l'Ukraine elle-même. Donc ce sont des dizaines et des dizaines de milliards d'euros supplémentaires. Or ça, au cours des élections qui viennent d'avoir lieu, on m'a interdit d'antenne, en fait. On m'a donné 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là, pour ne pas qu'il soit dit que j'avais eu 0 temps de parole. Mais en fait, les prétendus grands candidats qui ont monopolisé la scène médiatique en France, vous savez que les 8 premiers candidats présélectionnés par les oligarques et les milliardaires ont eu 92% du temps de parole. Or, sur ces 8 candidats, il n'y en avait pas un seul qui proposait ce que nous appelons le Frexit, c'est-à-dire libérer la France de cette mainmise des États-Unis et de l'OTAN. Eh bien, donc, ça veut dire que les Français ne se sont pas rendus compte, dans leur grande majorité, que les problèmes essentiels comme le financement, par exemple, de l'Ukraine,
des élargissements des pays de l'Est n'est pas réglée non plus. Donc je ne sais pas si vous comprenez qu'à mon avis, Macron, il est en train de refiler la patate chaude au Rassemblement national. Ça veut dire qu'en fait, la France est entrée, comme un certain nombre d'autres pays d'Europe, mais la France est entrée, à mon avis, dans une crise de régime qui va s'accentuer. Ça se voit d'ailleurs à de nombreux égards. On est dirigé par des gens qui sont de plus en plus incompétents, de plus en plus jeunes. On a eu Macron qui était arrivé à 38 ans. Après ça, on a un ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné, qui est d'une incompétence qui fait rigoler tout le monde. Après ça, on a eu un Premier ministre, M. Attal, qui a 34 ans et qui est viré au bout de 6 mois. Il n'a rien fait, en fait. Et maintenant, on parle de M. Bardella, qui a 28 ans. Mais bientôt, pour l'instant, il est toujours en poste. Oui, il est toujours au pouvoir. On va bientôt avoir un Premier ministre, un président de la République qui aura 18 ans. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est pas seulement en France, c'est dans l'ensemble des pays de l'Union européenne où les médias essaient de promouvoir, en tablant sur vous savez, les peuples d'Europe ont l'esprit tellement formaté par les chaînes de télévision, les concours, l'Eurovision, les séries américaines, qu'on leur a fait croire que quelqu'un qui était jeune et qui était beau gosse avait les compétences pour diriger un pays de 68 millions d'habitants. Donc c'est pas seulement en France, c'est la même chose dans les autres pays de l'Union européenne. Et en fait, on a donc des... Pourtant, les candidats promus par les États-Unis sont loin d'avoir cet âge, vous me direz. Alors, oui, mais aux États-Unis, c'est encore autre chose, oui, c'est vrai. Mais en Europe occidentale, regardez l'âge moyen des dirigeants. Ce sont des personnages narcissiques qui, la seule chose qui compte pour eux, c'est de passer à la télévision, mais ils n'ont pas d'idée. Ils ne font que réciter les fiches qui sont préparées par des cabinets comme McKinsey. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous n'avons plus qu'une seule politique. Vous votez à droite, vous votez à gauche, vous avez toujours la même politique. Et Très bien. Ça va finir par exploser. Monsieur Asselineau, parlons un peu de finances. Les marchés financiers ont, tant bien que mal, vacillé, bougé, réagi à cette élection. Je vous propose d'écouter la déclaration d'Olivier Roth. Il est représentant général du commerce d'Oddo BHF, avant de les commenter avec vous. Les incertitudes liées aux nouvelles élections qui viennent d'être annoncées en France suscitent certainement beaucoup d'inquiétudes, notamment du côté des devises. Mais cela est également dû au fait que nous ne savons pas exactement comment se dérouleront ces élections législatives. Cela va déstabiliser quelque peu l'Europe dans son ensemble. Par exemple, si Macron devait travailler avec un parlement de droite, cela créerait de l'incertitude, notamment pour l'euro, et renforcerait le dollar. Les élections européennes seront certainement évaluées, elles seront certainement observées, mais s'il n'y a pas eu de changement significatif par rapport à ce qui était attendu, c'est-à-dire une droite forte, les conservateurs restent la force la plus forte en Europe. Le marché boursier le considère donc comme relativement stable et peut s'en accommoder dans une certaine mesure. Monsieur François Asselineau, ma question est toute simple. De quel bord sont les marchés financiers en Europe et comment vont-ils endiguer cette percée d'extrême droite au niveau des parlements européens de Bruxelles et de Strasbourg? Les marchés financiers, ils sont d'un bord très particulier, ils sont du côté du portefeuille. De dire que nous avons les marchés financiers, en fait, ce sont des endroits où se règlent les achats et les ventes de devises, d'actions, d'obligations de façon massive au niveau planétaire. En fait, ils ne sont que les reflets des détenteurs des mouvements de capitaux, des détenteurs de capitaux, des capitalistes ou des fonds de pension. Donc la chose qui préoccupe le plus les marchés financiers, d'ailleurs votre interlocuteur l'a précisé, c'est l'incertitude. Ça, ils ont horreur de ça. Ils ont horreur de ça. Ils préfèrent de loin, par exemple, par exemple, nous proposons la sortie de l'euro. Il y a des gens qui me disent, mais vous vous rendez compte, ça va être terrible, etc. Je dis, la question qui se pose, c'est que si on reste dans l'euro, il va se passer ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce ont une monnaie qui est trop chère par rapport à la compétitivité de leur économie, puisque l'euro doit intégrer dans son cours vis-à-vis du dollar, il intègre l'économie allemande, l'économie finlandaise, l'économie néerlandaise, etc., qui sont plus compétitifs que les économies des pays du Sud. Et donc, nous avons les pays du Sud ont une monnaie surévaluée et qui explique largement la raison pour laquelle, d'année en année,
les peuples français, italiens, etc. ne cessent que de perdre du pouvoir d'achat et les États ne cessent d'aggraver leur endettement. Or ça n'est pas possible à terme. Ça veut donc dire qu'il va y avoir un rendez-vous un jour, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 5 ans, on ne sait pas, mais la viabilité même de l'euro est posée. Je ne suis pas le seul à le dire. Des grands économistes comme Patrick Artus ou Marc Toiti en France disent eux-mêmes que l'euro va exploser. Et donc, il faut bien comprendre cela, c'est que les marchés financiers devraient comprendre qu'il vaudrait mieux arrêter cette folie dans laquelle nous sommes lancés plutôt que de continuer, comme si de rien n'était, à aggraver les déficits budgétaires et à avoir des partis politiques qui se succèdent pour en fait mener la même politique. Là, il s'est passé quoi? Là, je citais la réaction de M. Bardella. Ben, il s'est passé qu'en effet, les résultats des élections européennes a inquiété les marchés financiers. Moi, je vous ai dit la raison pour laquelle, en fait, ils ne devraient pas s'inquiéter, parce qu'en fait, Bardella fera comme Mme Meloni ou comme M. Tsipras en Grèce, c'est-à-dire que Bardella, il finira par faire ce que demande la Commission européenne. Mais le problème, c'est que les peuples derrière ne suivent pas. Ils suivent de moins en moins. C'est-à-dire que si Bardella se met à faire du Macron et du Attal, d'ailleurs ils se ressemblent, d'ailleurs ils sont très copains, etc. Vous savez, on nous dit la menace de l'extrême droite, mais vous savez qu'au Parlement français, à l'Assemblée nationale, il y a quand même 2 vice-présidents, M. Sébastien Chenu et Mme porte-parole qui sont vice-présidents de l'Assemblée nationale. Ils ont été élus grâce au soutien des députés Macron. Donc c'est une commedia dell'arte et tout ceci. Le problème, c'est que les Français, de plus en plus, s'appauvrissent, les classes moyennes s'appauvrissent, les classes très modestes sont en train de verser dans la pauvreté, voire dans la misère, et nous sommes embarqués dans un système qui ne peut mener qu'à une explosion sociale. Voilà la réalité de la situation. Parlons un peu d'agriculture, Monsieur Asselineau, si vous le voulez bien. L'Europe a expérimenté des semaines et des semaines de manifestations des agriculteurs et des paysans de l'Europe, notamment concernant cette préférence ukrainienne par rapport à l'exportation des produits agricoles ukrainiens, notamment en Pologne, où les agriculteurs polonais ont dénoncé cela au détriment justement de la production nationale polonaise. Est-ce qu'en France, par exemple, l'on peut voir un futur Premier ministre émanant du Rassemblement national remettre en cause la politique agricole européenne commune qui profite, jusqu'à preuve du contraire, à l'Ukraine? Alors, la politique agricole commune est fixée par des articles des traités européens. Actuellement, alors c'est très compliqué, il y a toute une comitologie à connaître, des textes à connaître. Actuellement, c'est notamment les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces articles posent le principe que la politique agricole commune a pour objectif d'augmenter la productivité de la production agricole. Ça veut dire toujours plus de produits pour toujours moins d'argent. La conséquence de ce qui est grave, c'est que c'est gravé dans le marbre de ces traités, dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Notamment Maastricht et Lisbonne. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on ne peut plus les modifier, parce qu'il faudrait 54 entités qui soient d'accord. Donc, si vous voulez, la conséquence concrète de ces traités, c'est que la Commission européenne prend des mesures favorisant la productivité. Par exemple, elle donne son accord à des produits phytosanitaires ou des produits, des pesticides, etc. Comme le glyphosate. Contre lesquels une partie des peuples se rebellent parce qu'ils estiment que c'est mauvais pour la santé. C'est peut-être mauvais pour la santé, mais ça favorise la productivité. Et puis autre chose, la Commission européenne signe des accords de libre-échange avec des pays, y compris la Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde, alors même qu'on nous explique au même moment qu'il ne faut pas produire de CO2. Donc on a une politique qui est contradictoire et qui est folle. Mais toutes ces contraintes ont comme conséquence quoi? De favoriser ce que l'on appelle l'agro-business, c'est-à-dire une agriculture à l'américaine, avec des grands conglomérats capitalistiques qui possèdent des centaines et des milliers d'hectares, qui font des fermes de 1000 vaches avec des productions industrielles, d'ailleurs avec de la maltraitance animale qu'il y a derrière, parce que c'est le destin d'une agriculture de plus en plus productive. Et ceci se fait bien sûr au détriment de quoi? Au détriment des petits agriculteurs familiaux
parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, parce que leur production, ils n'ont pas les mêmes coûts, ils ont des coûts qui sont plus chers, si vous voulez, leurs coûts fixes par rapport à la production sont plus importants. Et puis ça favorise également donc le fait qu'ils doivent vendre leurs unités, leurs terrains à des grands conglomérats. Donc le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que beaucoup de Français, par exemple, aimeraient avoir une agriculture de qualité, des produits bio, etc. Et c'est le contraire auquel on assiste. Et le nombre d'agriculteurs familiaux est en déroute. Ouais. En 1962, il y avait 2 800 000 agriculteurs familiaux en France. En 2024, ils sont passés de 2 800 000 à 380 000. C'est-à-dire il y a bientôt presque 90% qui ont disparu et ça va continuer. Donc c'est pour ça que vous avez des agriculteurs en France, mais aussi en Espagne, en Allemagne, etc., qui manifestent contre cette politique, mais laquelle est gravée dans les traités européens, qui sont des traités ultralibéraux, et dont on ne peut pas, encore une fois, modifier les articles sans avoir l'accord des 26 autres pays. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts. Par exemple, les pays scandinaves, la Finlande, la Suède, les pays comme les pays baltes, eux, ils ont quasiment pas d'agriculture. Pour les fruits, pour tout ça, pour les tomates, les cerises, les fraises, ils sont dépendants de pays qui ont un climat plus clément. Donc, ils achètent des productions espagnoles ou françaises, mais s'ils peuvent acheter des productions moins chères, fabriquer, des tomates ou des haricots verts ou des fraises qui viennent du Sénégal ou du Maroc ou de je ne sais pas où, qui sont encore beaucoup moins chères parce qu'il n'y a pas les mêmes salaires et les mêmes charges sociales, les pays de l'extrême nord de l'Europe vont être d'accord. Et donc, vous voyez bien que la France ne peut plus exercer ce que fait par exemple la petite Suisse. Les Suisses, ils ont une politique intelligente, c'est-à-dire qu'ils veulent protéger leur production de cerises, ou de pommes ou de fraises pendant la petite saison en Suisse où ils produisent ça. Donc là, les Suisses mettent des taux des droits de douane assez élevés pour favoriser les producteurs helvétiques. Mais dès que la saison est passée, ils rabaissent les droits de douane pour que le consommateur, à ce moment-là, puisse profiter des productions à bas coût venant des pays du Sud, par exemple du Sénégal ou du Maroc, dont je parlais. Donc ça, c'est une politique qui essaye de favoriser un peu tout le monde. Tandis que nous, eh bien, il était évident qu'on n'a pas l'autorisation vous vous rendez compte qu'on n'a pas l'autorisation de la Suède ou de la Finlande pour protéger les producteurs de tomates ou de cerises qui sont à Casteldaoulas en Bretagne. On touche du doigt un problème de fond, c'est qu'il n'y a pas de peuple européen. Ça n'existe pas. Oui. Il y a des peuples en Europe. C'est comme je vous prenais l'exemple, parce que je pense que c'est vraiment parlant pour votre public. Prenez l'exemple d'une communauté ouest-africaine. Est-ce qu'il y a un intérêt national commun entre les Algériens, les Marocains, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Ghanéens, les Nigériens? La réponse, c'est non. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on veut entrer en guerre avec eux. Ça veut dire que chaque pays, chaque nation a ses intérêts nationaux. On peut faire tout de même de l'intégration économique sans pour autant altérer le principe de la souveraineté nationale sur des questions régaliennes ou souveraines, notamment économiques. C'est la fin malheureusement de cette émission, Monsieur François Asselineau. Je rappelle que vous êtes président de l'UPR. Merci mesdames et messieurs de nous avoir accordé votre attention et à la semaine prochaine.